Comme ça, les gens vont pouvoir rejoindre et je vais commencer à te briefer vite fait sur l'intro et puis on y va. Ok? Bah détente, Parce que ok. là, du coup, les gens qui... bonjour à tous. Ah, S'il ils y a sont des déjà gens qui là? rejoignent. Ouais, normalement, ça doit arriver. Alors, je sais pas qui aura rejoint. Il faudrait que je leur envoie un petit message dans 2-3 minutes. Mais donc, 1, 2, 3. Globalement, tu vois la trame en face de toi. L'intro est déjà enregistrée. Nous, on commence ensemble la présentation. Donc, aujourd'hui, on est en présence de Shubham Sharma. Premièrement, merci d'avoir accepté mon invitation. Là, tu pourras répondre. Et puis, on commence sur les questions. Donc, partie 1, plutôt ce qui va être sur l'actuel de comment tu es arrivé à tes projets. Et partie 2, sur le futur de tes projets, où tu vas avec. Ok? Ok, cool. Parfait. Tu viens de manger. Bah, il n'y a pas trop longtemps, ouais. Pas trop longtemps. D'accord. Je suis en Espagne. Normalement, j'aurais dû manger maintenant, mais j'ai mangé un peu en avance. Pas mal, t'as ton côté français qui est encore là un peu. C'est ça. Ah ouais, ça nous suit partout, ça. Et du coup, vers la fin du podcast, on a des questions qui sont un peu difficiles des fois, qui est qu'est-ce que tu aurais aimé qu'on te dise avant que tu te lances? Donc il faut que tu réfléchisses un peu à l'avance. C'est quoi ta citation préférée? Et quel est le prochain invité que je dois faire venir dans le podcast selon toi? Ah ouais, faut que Voilà. je réfléchisse 2 secondes à ça. Bah, je vais y réfléchir pendant le truc. Ah, ou alors tu me donnes 2 secondes. Un, deux, ça y est. Ok, cool. Superbe. Les invités, ok. Qui est le prochain que je dois inviter sur le podcast? Ok. Où envoie-t-on les makers? Ok. Quelle est la citation préférée? Ok. Ok. Ok, ok, ok. Cool. Voilà. Globalement, c'est pas plus difficile que ça. La première phrase que je vais te poser après t'avoir dit bienvenue, c'est comment tu peux résumer ton parcours en 2-3 phrases? Le but de cette phrase, c'est que tu sois assez synthétique pour que moi j'ai des infos pour te relancer sur des questions et que tu arrives au dénouement de ce truc, de cette phrase, à le projet que tu fais actuellement et dont on va parler principalement, dont tu veux parler le plus. Ok? Ok. Ok, 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 ok. Ça marche. Mais tout ce qui peut être dans ton parcours passé intéressant par rapport à ce qui fait où tu en es aujourd'hui, parle-en et après moi je te relancerai sur ces questions-là. Voilà. Ok. Ça marche. Je vais essayer de Et faire bien. normalement, si on a fait bien notre travail tous les deux, je dois pas regarder la trame une seule seconde et on va arriver à la fin du podcast, on aura tout abordé. Et ça, c'est parfait. C'est ce qui se passe Ok. pratiquement toujours. Ok, ok. Bah écoute, c'est très bien. Ok? Ouais, je réfléchis juste à donc 2 phrases, c'est ça pour la présentation, c'est ça? Non, un peu plus, 2-3 phrases, c'est genre en 5 minutes, quoi. Ok, oh, bon, c'est easy. La vie n'est pas si ouf, tu sais. Moi, j'y crois pas une seule seconde à ça. Hmm. Bon, are you ready? Yes, I am, sir. Eh bien, allons-y, let's go, c'est parti, les amis. Donc, aujourd'hui, on est en présence de Shubham Sharma. Alors, premièrement, acceptez mon invitation. Merci à toi de m'avoir invité. Du coup, Shubham, si tu devais résumer ton parcours en 2-3 phrases, comment tu le présenterais? Alors, donc moi, ancien développeur, je suis né en Inde, je suis arrivé en France quand j'avais 10 ans à peu près. J'ai fait pas mal de dev jusqu'à un moment où je commençais à tomber dans le marketing et j'ai compris qu'il y avait un petit milieu entre le dev et le marketing qui était super intéressant, dans lequel il y avait beaucoup de choses à faire. Et c'est depuis que j'ai bossé dans pas mal de startups, notamment Mailjet, Keymetrics. Et aujourd'hui, du coup, j'ai pas mal de side projects qui continuent et je gravite entre le monde du growth, du no-code et du produit. Ok. Ah, c'est un bon résumé. Tu l'avais bossé en fait. Tu Non, m'as non, pas dit. je viens de le faire en live, je te jure. Stylé. Stylé. Attends, parce qu'il y a eu beaucoup de choses là. Il y a beaucoup de choses. Donc, t'es arrivé en France et t'as bossé. Du coup, t'as fait une école de dev, c'est ça? Ouais, j'ai fait EPITA, donc l'école concurrente à la Ok. tienne, Ouais, mais concurrente concurrente, de je sais la pas même trop. Elles font famille. partie du même groupe, quoi. Donc, L'argent va au même endroit. c'est Mais ouais, ça. j'ai fait EPITA, qui est une école d'ingé en informatique. Mais avant, j'avais déjà commencé à faire du freelance, en fait, dès la seconde. J'ai mon premier site web fait en seconde ou en troisième, un truc comme ça, qui était un site web pour un maire qui se présentait dans le 93. Et j'ai fait mes premiers 237 euros, je crois, un truc comme ça. Ouais, c'est 237 où tu penses en nombre de burgers que tu peux t'acheter au McDonald's, donc t'es très content. Voilà. Ah, mais clairement.
Et ben, la première thune en freelance quand t'es étudiant, si tu y arrives, c'est le feu. Mm. C'est le feu. Je me rappelle que je me suis acheté des sushis avec ma première paye de freelance. Franchement, j'ai jamais payé aussi cher des sushis de ma vie alors que j'ai jamais gagné si peu d'argent qu'à ce moment-là. Mais j'étais Ouais, tellement non, refait de me payer avec ma pauvre thune. ouais, je pense que j'ai eu pas mal de chance aussi. C'est que d'un coup, en fait, initialement, au tout début, même avant de bosser dans le web à proprement parler, en fait, j'habitais donc dans une petite cité à Villeneuve-la-Garenne. Et en fait, ce qui se passait dans le 92, en région parisienne, pour ceux qui connaissent pas, il y avait énormément à l'époque un engouement de la PSP. Je sais pas si tu connais, donc c'est une PlayStation Ouais, portable. Et moi, j'avais trouvé un forum qui expliquait comment craquer les PSP avec, en mettant une carte mémoire flashée, etc. Et je le faisais en fait pour toutes les personnes de ma cité. Et je me faisais 10 euros par PSP craqué. Et la putain. personne qui me ramenait le client avait 10 euros. Donc lui, en fait, il pouvait se faire quasiment autant de marge que je voulais. Et du coup, j'avais deux, trois personnes qui bossaient pour moi, qui faisaient mon acquisition à l'époque sans même le savoir. Et c'était là vraiment que j'avais commencé à me faire de l'argent et à comprendre qu'il y avait de l'argent dans quote unquote dans l'informatique et en fait c'est vraiment là que ça a commencé et du coup j'ai été catalogué dans ma cité comme étant le mec informatique et un jour un surveillant en troisième ou en seconde je me souviens plus trop est venu me voir en me disant hey, tu ferais pas des sites web toi? Et moi j'ai dit ouais t'inquiète. Et en fait, je suis parti googler sur, je suis Comment on parti fait un googler site sur internet? Allez. comment faire un site web. Et là, le parcours classique, site du zéro, Dreamviewer aussi, qui est un des premiers outils no code où en fait tu fais pas de code et tu designs ton site web. Et j'ai pondu un premier forum PHPBB et un site web fait avec Dreamweaver pour 237 euros. J'étais très très content. Ah bah, j'imagine. Mais alors, du coup, ça, c'est ce qui t'a amené finalement à faire des études dans le dev, Mm. ce parcours-là. Et Ouais. donc, tu as fait tes études et tu as commencé à bosser direct après. Et c'est là où tu as rejoint Mailjet, etc. Ouais, en fait, donc pendant mes études, donc en troisième, je fais mes premières missions. En terminale, donc je suis au top du top parce que je fais je crois que je dois quand même faire pas mal d'argent déjà à cette époque. J'étais un gros fan de Joomla, qui était un concurrent de WordPress sur PHP, et je faisais beaucoup de sites web pour des gens, donc aussi bien pour des assos que pour les gens de la mairie, Et j'avais vraiment réussi à comprendre un truc, c'est que le plus important, c'était pas le code que tu produisais, c'était ce que tu vendais aux clients et quelle valeur ça apportait. Et ça, déjà, je commençais à comprendre ça. Et, euh, et après, je suis rentré à Epita, qui m'a pris énormément de temps, parce que c'est une école qui, les 2 premières années que tu connais, c'est la Ouais. piscine, et ça te prend énormément de temps, donc tu arrêtes tout freelance. Mais sauf que l'école te coûte quand même pas mal d'argent, donc il fallait que je continue quand même un petit peu. Et là, en troisième année, il y a le CTO d'une boîte qui s'appelle Mailjet qui me contacte en me disant hey, pour ton stage, tu voudrais pas faire développeur JavaScript chez nous? Et en fait, la manière dont il m'avait trouvé, c'était sur un site random qui s'appelait XJS, qui était un framework JavaScript à l'époque, et il m'avait demandé pour faire développeur front chez lui. J'arrive chez lui et il me dit, donc il m'explique le job, etc. Et en fait, petit à petit, en parlant, on se rend compte que il me dit, hey, ça te dirait pas de faire développeur évangéliste? Et j'étais en mode, ouais, pas de souci, t'inquiète. Mais je savais pas ce que c'était. Et développeur évangéliste, en fait, c'est un rôle dans une entreprise, donc généralement dans une startup, où Ouais. ton but, c'est d'aller évangéliser une techno, donc d'aller faire du marketing auprès des développeurs. Et c'était mon premier pas dans le marketing où j'ai vraiment compris que, ok, donc d'un côté, tu avais ce qui te permettait de développer, ce que tu développais, et de l'autre côté, en fait, tu avais qu'est-ce qui fait que tu choisis VS Code ou IntelliJ, tu vois. En fait, qu'est-ce qui, en tant que Ouais. développeur, qu'est-ce qui fait que tu choisis tes bons outils et sans le vouloir, en fait, tu te fais influencer par plein de choses. Et c'est là que j'ai commencé à bosser chez Medjet où mon but, c'était d'aller promouvoir l'API de Mailjet, qui est une API qui te permet d'envoyer des emails et de faire plein de choses, auprès des développeurs. Et j'ai fait 3 ans assez ouf chez Mailjet à un peu faire des conférences partout. Et clairement, j'avais le meilleur stage de toute mon école, quoi. Et j'ai Ah continué. ouais. Pendant 2 ans après. Et la dernière année à New York, à lancer un projet open source avec Mailjet aussi. Ouais. Et c'est là où j'ai commencé vraiment dans le marketing. C'était quoi le projet? Ça s'appelait MJML, Mailjet Markup Language. En fait, je sais pas si tu as déjà codé des emails en HTML. C'est Ouais. horrible. Il y a des TD, des Oui. TR partout. C'est genre ça ne supporte pas les divs. Le CSS, c'est du CSS 0.1. C'est nul. Et en fait, c'est une couche d'abstraction au-dessus de HTML
Du coup, c'est MJ colonne, MJ div, MJ image, et c'est trop bien fait. Du coup, ça te permet de coder ton email en HTML, mais en un template écrit, quoi. C'est trop cool. Et tu peux l'utiliser comme template d'email transactionnel, etc. Et ça, en fait, on avait poussé en interne pour que Mailjet prenne cette brique et l'open source pour pouvoir driver du trafic derrière Ah bah oui, de j'imagine. chez Mailjet. Et ça a trop bien marché. Genre, on a eu Product Hunt comme client, on a eu Visa comme client. Enfin, on avait montré un truc qui était que l'open source peut driver du trafic pour du payant, quoi. Et donc, c'était trop cool. Ah, je suis totalement convaincu par ça. C'est un peu ce qu'on fait dans ma boîte actuellement. On a tout open sourcé et on essaie de vendre le côté. Chez nous, c'est plus simple. Tu payes plutôt que l'installer toi-même. Tu peux, mais c'est moins fun, quoi. Ouais, et Mais puis, t'as une tendance à faire remonter aussi l'envie par les développeurs et non pas par les décideurs, qui change beaucoup de choses aussi. C'est que quand tu te rends compte que tous tes développeurs utilisent la même chose parce que c'est gratuit et parce que c'est génial, au moment où tu viens au decision maker et tu lui dis, bon bah écoute mec, bah voilà, entre guillemets, tout le monde utilise ça, maintenant il suffit de signer pour un truc plus meilleur, quoi, où tes développeurs ouais, passeront moins de temps, en fait, il n'y a même plus de questions, et la question du prix n'est même plus là, quoi. clairement, clairement. Mais justement, on a une solution email un peu custom chez nous. Je l'ai envoyé à mon cofondateur. On regardera MJML parce que Yes. c'est vraiment une question horrible. C'est genre quand t'es développeur ou alors enfin, n'importe qui veut faire des emails, c'est un enfer. C'est un enfer. Et j'ai découvert ça il y a pas longtemps. Je pensais que c'était vraiment juste HTML, CSS, mais j'avais pas vu que c'était de l'HTML de il y a 40 ans, quoi. Le truc a Ouais, pas mais surtout que bougé. tu vois, nous on a, enfin, quand tu fais du HTML, CSS pour un browser, bah, t'as quoi? T'as 4 5 gros browsers maximum à Ouais. gérer, donc des navigateurs. En email, t'as Gmail, Hotmail, Yahoo, laposte.net, enfin des trucs qui sont aberrants et chacun a sa manière de parser ton HTML qui est différente, quoi. Donc c'est assez dingue, quoi. Hmm. Déprimant. Mais Faudrait c'est pour ça que. qu'il y a MVML. Ouais, c'est ça. C'est ça. Du coup, tu as bossé chez eux. Là, tu avais des projets perso déjà ou pas? Ouais, j'en avais un qu'on avait monté avec un pote qui s'appelait Meltify. Je crois que c'était un des premiers projets un peu réels, quoi. On avait tout fait pour faire passer en projet de fin d'études, etc. Même si c'était pas ça, tu sais, mais histoire d'avoir des crédits Ouais, pour Epita, pour pas j'ai fait trop la même galérer non plus à Epitech. côté. Et notre projet, c'était à l'époque le roaming, donc par téléphone coûtait cher. Ouais, C'est-à-dire que si tu allais à l'étranger et que tu ouvrais ton Gmail, ça te coûtait 10 euros, quoi. Maintenant, c'est plus le cas parce que Free, etc. Mais à l'époque, c'était pas le cas. Et du coup, on avait fait une solution qui, quand tu étais en itinérance, c'est-à-dire par exemple, tu vas en Espagne et que quelqu'un de ton entreprise, genre ton boss, envoie un email, bah, cet email-là était transformé en texto et il était envoyé par texto. Et vu que la réception de texto était gratuite à l'époque, et ben en fait, tu pouvais recevoir tes emails gratuitement. Et donc on avait stylé. fait tout un système où on avait des sims free.fr là un peu partout et on faisait en sorte de mettre quelques clients sur certaines sims, etc. Donc c'était un des premiers projets je crois qu'on avait commencé à vendre à des boîtes, mais qui s'est vite arrêté parce qu'en fait utiliser des simbox c'est illégal. Et ça, on ne le savait pas. C'est qu'en fait, Ouais, tu peux pas installer des clusters de SIM comme ça chez toi et que, en fait, quand Bouygues et Free te disent c'est illimité, c'est pas vraiment illimité en fait. T'as une limite, t'as un plafond et c'est genre 1000 textos par jour et après ils te bloquent. Donc on te faisait bloquer assez facilement et c'est la raison pour laquelle ça n'a pas marché. Mais du coup, on l'a open sourcé, on a fait plein de talks, c'était sympa et voilà. ah, c'est cool. Ouais. C'est rigolo. Mon père s'est aperçu de la même limite parce qu'il a un restaurant et il envoyait Hmm. à beaucoup de. Il récupérait le numéro des gens qui venaient au resto quand ils avaient kiffé et du coup il renvoyait des pubs après par SMS. Et il a eu la problématique aussi de Bouygues qui a dit bah, en fait, vous pouvez pas faire ça, envoyer de la pub à plein de gens. Je dis, oui, enfin, c'est C'est marqué nulle illimité. part, quoi. Il y a marqué illimité. Moi, j'ai juste suivi ce que vous avez mis sur la pub, quoi. Ouais, grave. Et c'est là où il a découvert que c'était un produit comme Twilio, etc., où tu dois payer pour tes SMS quand c'est du SMS commercial. C'est Bah, c'est assez 10 centimes le texto aujourd'hui, hein. C'est quand improbable. même Ouais, ouais, cher. c'est ça. Ouais, ouais, tu vois, donc c'est le prix d'un vrai texto à l'époque, quoi. Donc c'est cher. C'est ça. Le SMS Mais coûte pour le cher. marketing, ça a gardé le prix. Le prix, c'est assez improbable.
j'ai trouvé. Ouais. Ok, donc ça a été ton premier projet, Ouais. un petit peu entrepreneurial. T'as gagné des sous avec ça ou ça a été... Il me semble qu'on avait signé un premier contrat, mais je me souviens plus exactement de combien, mais c'était quasiment rien comparé au temps qu'on y avait passé, quoi, tu vois. Ouais, Mais ouais, on avait fait un one shot, je crois, mais ça n'a jamais été implémenté. Je crois qu'on a pris le truc et puis ça n'a jamais vraiment décollé. Je crois même pas qu'on a remboursé la personne. Donc, tu vois, je suis pas sûr de ce. Enfin, je me souviens plus de combien exactement, mais ça doit ok. pas être grand chose pour qu'ils viennent pas nous redemander de l'argent, tu vois. Oui, ça va, ouais. Ok. Mm. Et après ça, sur quoi t'as Du enchaîné? coup, là, donc je suis à Epita, je suis à Mailjet en même temps. Je finis Mailjet avec MGML, donc lancement aux États-Unis, etc. Et là, je reviens rejoindre une boîte qui s'appelle Keymetrics. Et là, je les aide en marketing. Donc pendant 2 ans, où en fait, là, j'ai complètement changé de cassette. Euh, je suis totalement devenu directeur marketing, quoi. Donc c'est-à-dire que mon taf, c'était plus uniquement de faire du marketing pour développeurs chez Mailjet, mais de faire toute la brand, toute l'acquisition, tout le tracking, etc. Et j'ai appris énormément de choses, notamment beaucoup de choses que j'ai implémentées derrière dans mes projets perso, notamment le tracking, etc. Et le fait d'avoir bossé avec une boîte qui avait levé de l'argent, bah, c'est trop cool parce que ça te permet de faire plein de tests, plein d'essais, d'itérations. Et en fait, tu as un playground qui est assez incroyable, chose que tu n'as pas quand tu commences tout seul et que pour toi, payer un Twilio, c'est cher, tu vois. Donc, Ah bah oui. et tu vois, donc tes tests coûtent beaucoup plus cher si tu les fais en perso que si tu les fais avec l'argent d'une boîte ou des VC, quoi. C'est aussi simple que ça. Donc, euh, donc voilà, là j'ai commencé un peu à faire ça. Je crois qu'en termes de projet, le plus gros, bah, c'était la chaîne YouTube que j'ai lancée à ce moment-là, que je considère vraiment comme une boîte parce que ça avait commencé à générer du revenu. On parle pas d'AdSense avec Ouais. on parle pas du revenu de pub, mais on parle d'un peu de sponsoring, de conseils pardon. Donc du sponsoring, il y avait une boîte qui avait sponsorisé deux vidéos. Et une boîte qui était venue en me disant est-ce que tu voudrais pas faire consultant pour nous juste pour des missions de conseil ou pour des missions de formation, tu vois. Et là j'avais commencé à comprendre qu'en fait le fait d'avoir juste une présence sur YouTube en fait te faisait une acquisition naturelle parce que tu étais autorité aux yeux des gens juste parce que tu avais tant de vues ou tant d'abonnés, tu vois. Alors que et c'est juste Ouais. parce que tu étais sur une niche. Du coup, les gens venaient plus souvent te voir en disant hey, est-ce que ça peut être toi qui forme mes équipes sur ça ou est-ce que ça peut être toi qui forme mes équipes ou qui explique à mes équipes ça, quoi. Donc, c'est pas de l'argent passif, dans le sens où l'acquisition est passive, ça veut dire que ta vidéo tourne quand tu dors, ta vidéo est vue quand tu dors, et du coup ça fait des potentiels leads. Tu n'as pas un produit clair, le seul produit que tu as et qui est le premier, c'est le coaching. Donc c'est toi, tu peux commencer à faire des missions. Donc là Ouais. c'était assez cool, je me suis dit ok, il y a un petit potentiel là-dessus, il y a quelque chose à faire, il y a des gens qui viennent me voir parce que Et comment elle s'appelait ta chaîne là? ça s'appelle Digital Wink, toujours. Un nom Hmm. pas génial, mais au moins il est là et il y a un nom. Mais tu sais, moi je fais pas trop gaffe au nom. Je me dis, faut mettre quelque chose pour avancer, sinon tu restes bloqué, quoi. Donc, Digital Wink. Ouais, c'est ça. Je suis plutôt d'accord. Hmm. J'ai fait la même chose de Indie Maker, le nom, il est venu instant. Ça ressemblait à un truc américain qui existait. C'était dispo en français. J'ai fait les feux. Ouais, Je vais peut-être être emmerdé un jour parce que je ressemble à un nom connu, mais ouais, ouais. Bon, tant pis. tu verras, hein. De toute façon, ils ont pas le personnel monopole de quoi que ce soit pour l'instant sur Indie Maker, donc t'es là. Ouais. Hmm. Mais ouais, du coup, Ok. je fais ça. Donc ça, tu l'as lancé il y a combien de temps? La chaîne YouTube, ça fait 3 ans maintenant. Ça fait 3 ans, mais ça fait. Et en fait, à ce moment-là, c'est là où j'arrête, ce qui est trop bizarre, parce qu'en fait, j'arrivais pas à gérer la charge entre Keymetrics qui me prenait énormément de temps, parce que c'était le début de Keymetrics, donc la boîte pour laquelle je faisais, et la chaîne YouTube bah, qui me demandait de poster une vidéo par semaine, et c'était quand même énorme. Enfin, réaliser une vidéo, ça Ouais. prend du temps, surtout quand tu fais tout seul. Euh, donc c'est là où j'arrête, alors que ça commençait à faire de la thune. C'est bête, mais en fait, c'est toujours un peu ça. C'est bah, soit tu fais un vingtième de l'argent que tu fais, ce que tu fais en CDI, soit tu vois, en fait, le dilemme, il est Ouais. quand même assez gros, c'est que tu gagnes tellement plus d'argent en CDI que tu te dis, attends, est-ce que ça vaut le coup de continuer sur ça? Et du coup, là, j'ai fait un peu l'erreur de l'arrêter. Du coup, j'ai rien posté, je crois, pendant 1 an et demi, 2 ans sur ma chaîne. Et je l'ai repris que très récemment, donc pendant le confinement V1.
donc pendant mars. Et en mars, je me suis dit, tu sais quoi, je relance ça. J'ai recommencé à faire des vidéos et je suis passé de là 5000 abonnés à bientôt 10 000 abonnés. Et là, je revois le nombre de demandes qui augmente, le nombre de demandes pour faire des formations, pour que je lance une formation parce que j'explique plein de choses sur la chaîne, de la demande pour du coaching, etc. Chose que je peux pas tout faire. Et du coup, je me dis, génial, maintenant qu'il y a la demande, je vais pouvoir lancer quelque chose au niveau de la formation et tout. Et du coup, j'ai lancé plusieurs projets. J'ai lancé Preview Panda avec mon ami Simo qui est là et Notion Automation qui est aussi un outil qui permet de faire de l'automatisation sur Notion. Il y avait une phase entre-temps que j'ai un peu loupé où je suis parti pendant un an faire mon indie hacker à Bali juste après Kimetrix. Et en fait, pendant cette année, j'ai voulu me remettre à coder et j'ai lancé Blastsumo, qui est un autre outil qui permet de faire de la communication un peu on appelle ça un blast parce que tu vois, quand tu postais un post sur Blastsumo, il allait être posté sur tous les comptes LinkedIn de tes employés. Et après, tes employés, ils pouvaient dire, voilà, moi, je t'ai ramené tant de likes, tant de commentaires, Ah, d'accord. tant de likes, tant de vues, quoi. Et du coup, après, tu les ranks et tu leur files des cadeaux. Et ça avait pas mal marché. J'étais très content. J'avais fait de A à Z. Et c'était un peu, je pense, un accomplissement personnel de réussir à tout coder moi-même parce que ça fait 5 ans que j'avais pas fait de code. Pendant Kimetrix et Medjet, j'avais pas fait de code. J'avais parlé de code, mais j'avais pas fait de code. Ouais. Et ça m'a permis de me remettre à coder, de réussir à faire ça. Et là, quand j'ai fini de coder ça, donc j'ai passé 9 mois à le coder, 3 mois à le vendre. J'aurais dû faire le contraire, tu vois. J'aurais dû passer 3 mois à le coder et 9 mois à le vendre. Mais j'étais aux alentours des 800 balles MRR au moment où j'ai fini de le lancer. Et à la fin de Blastsumo, je me suis rendu compte que c'était vraiment pas genre un truc qui me bottait, quoi. Genre faire du marketing automatisé sur LinkedIn, c'est trop bien, mais quand l'algorithme change tout le temps, et je pense que toi, tu es au courant de ça aussi avec Elcastad, mais être dépendant d'une plateforme à un tel niveau qu'au moindre changement d'un algorithme qui est invisible, parce qu'à la limite pour toi, le markup HTML, il est visible, tu vois, dans ce que tu fais, mais moi, c'est invisible, et ça peut avoir des impacts fous sur tes clients, et ça commençait à être la merde, donc j'ai été pendant 800 MRR pendant un petit moment, plus cher descendu à 400, je pense début d'année 2019, je crois bien. Et puis là, il y a deux boîtes, deux grosses agences qui payent et donc qui sont encore là, ça fonctionne encore. Mais voilà quoi, c'est un peu là où était la fin de Blastsumo. Et puis après, j'ai commencé Preview Panda et Notion Automations. Et ils font quoi alors ces deux outils? Il y en a un, je connais, Alors, parce que ouais, j'étais là pendant le lancement. ah ouais, ouais, Preview Panda, c'est un outil en fait qui permet donc LinkedIn encore une fois, qui permet en fait, de faire de la prospection visuelle sur LinkedIn. Donc de la prospection qui va être hyper personnalisée. Aujourd'hui, quand les gens font de la prospection sur LinkedIn, ils envoient des messages. Sauf que c'est toujours un peu... Le niveau de personnalisation, c'est Hello, prénom, Prénom. j'espère que tu vas bien et que Nom de ton entreprise rôle, se porte à la bien. rigueur, ouais, Voilà, voilà, entreprise. moi aussi je suis à lieu et est-ce que ça te dirait qu'on se prenne un café parce que blablabla. Et tu vois, c'est genre mal fait, même s'il y a un peu de tricks, etc., de petites astuces et tout, c'est quand même pas génial. Et, et on s'était dit un truc avec mon pote, c'était putain, il y a peut-être moyen de mettre un peu plus de personnalisation visuelle en fait. Donc on est parti on est parti en se disant, mais en fait, les liens, quand tu envoies des liens sur LinkedIn, la première chose visuelle qui est affichée, c'est l'icône du lien, tu vois. Un truc, genre par exemple, si tu envoies un lien calendrier, Calendly, tu vois, tu as le gros logo Calendly qui pop, c'est pas génial. Si tu envoies un lien, je sais pas, Facebook, tu as le gros logo Facebook qui pop. Nous, on s'est dit, en fait, il y a moyen de rewriter, de réécrire cette information-là. Du coup, on est parti pour faire une solution où tu peux personnaliser totalement, un peu comme Bitly le ferait, donc un logiciel qui permet de raccourcir des liens, de personnaliser complètement la manière dont ce lien va être affiché à la personne qui ouvre ce message. Hmm. Donc quand elle ouvre ce message, c'est pas genre le gros lien Calendly, mais c'est son site web avec toi en overlay avec une image en train de montrer le site web et avec comme titre marqué
Bertrand, virgule, je crois que ton SEO a un problème. Et ça, en fait, quand tu vois le site de Indie Maker et qui défile et que tu vois le mec comme ça et qui a marqué SEO a un problème, tu cliques. Parce que tu fais appel à en fait, à un mécanisme de base des marketing, c'est que tu attires tellement l'attention et que c'est personnalisé et que en fait, tu suscites l'intérêt, bah, que du coup, tu vas absolument cliquer. Et quand tu cliques, et juste après, bah, tu mets ce que tu veux. Parce que tu l'envoies où tu veux, c'est comme un Bitly. Donc ça veut dire que tu peux même mettre une vidéo, etc. Et les combos qui marchent bien, c'est mettre Vidéo Ask, qui est une plateforme de Typeform, où en fait, bah, t'as tout en vidéo. Eh, salut, bah écoute, j'ai été sur ton site web, j'ai fait un mini audit et je me suis rendu compte qu'il y avait ça et ça qui marchait pas. Est-ce que ça te dirait qu'on en parle? Et là, tu as des taux de retour qui sont juste. Enfin, nous, on a calculé avec les clients qu'on a fait bêta tester initialement, on avait du x4 en termes de taux de clic et de taux de réponse parce que Ouais. bah c'est plus du hello prénom, tu vois, c'est plus ça quoi. Donc ça, c'est ce que fait Preview Panda. Penser à Lemlist, Ouais, qui fait ça avec les emails, où c'est ultra personnalisé, et c'est un peu le délire, quoi. Il ouais, arrive à faire une vidéo, exactement. il intègre ton site ou ton... Et en effet, je pense que au moment où on l'a lancé, on s'est dit, bah ouais, c'est vrai que ça fait un peu de l'emlist par là. La seule chose où ça va être un peu différent, c'est que nous, tu sais, il y a de l'animation, c'est-à-dire que le site il scroll quand tu as ce truc-là, donc ça permet d'attirer un peu plus le regard. L'emlist est quand même, je crois que sur leur dernière version, ils font du LinkedIn, mais je sais pas s'ils permettent de faire ça sur LinkedIn. Mais en tout cas, Pour nous, moi, on s'est positionné sur LinkedIn. Mais c'est juste que ce lien marche aussi bien sur Twitter, sur Facebook, par mail en fait aussi quoi. Mais c'est juste qu'en termes de vertical, en première verticale pour attaquer, nous on a pris LinkedIn quoi. ouais, c'est top, ouais. C'est top. Et puis, LinkedIn, c'est un marché que je comprends bien, comme tu le sais. J'ai fait des Ouais. trucs dessus aussi. Et j'ai vécu la même pain que toi avec El Castat, où bah, c'était un projet génial, j'ai appris énormément, mais je me rends compte que technologiquement parlant, c'est pas ce que je veux faire parce que ça me rend ultra dépendant de LinkedIn et que c'est vraiment pas fun. C'est pas fun et puis ça change tout le temps. Et puis, Ouais, et puis les projets sur lesquels tu as envie les sujets sur lesquels tu as envie de travailler, c'est pas genre oh ça a pété, faut que tu répares, tu vois. Enfin, et si c'est ça si c'est ça une fois, OK, mais si c'est ça toutes les semaines, bah tu te dis putain, ouais, en fait quoi, est-ce que ça vaut vraiment le coup quoi, tu vois? Est-ce que c'est vraiment sur ça que tu as envie de bosser? Et moi je suis toujours partant du enfin, si j'ai plus envie de bosser sur ce truc pendant longtemps, c'est qu'il y a un problème. Je me repose la question. Si au bout de 3 mois, 4 mois, 5 mois, je me dis putain, mais je suis en train de détester ce que je suis en train de faire, bah pourquoi je suis en train de le faire, tu vois? Genre, bah, c'est pas grave, move on to the next project, quoi, tu vois? Et si j'ai fait ça en si peu de temps et que ça a été génial, bah je peux faire autre chose en aussi peu de temps, voire mieux, parce que j'ai appris des choses et ça va être aussi génial, tu vois? ah, mais je suis clairement d'accord, hein. Si tu mets en opposition LinkedIn Stat et CapTime, qui est une application où je l'ai pondu une fois et ça fait du cash depuis, et c'est les gens qui viennent me dire, hey, tu voudrais pas rajouter des features parce qu'on aimerait bien payer plus. Et LinkedIn Stat où à chaque fois les gens me disent, bah, il n'y a plus rien qui marche, ça pue la merde ton produit. Et bah ouais, LinkedIn a tout. Ouais, ça marche pas, je me suis connecté, ça marche pas, c'est Ouais, nul. c'est Ouais, j'ai pas vraiment envie de gérer ça, quoi. bizarre, quoi. Clairement, c'est inintéressant. Et j'ai vraiment bien aimé le faire, hein, je le kiffe, mais il y a des moyens de faire un business beaucoup plus sympa, quoi. Ouais, c'est Donc, clair. Mm. je te comprends tout à fait là-dessus. Et du coup, on va parler un peu du dernier que tu viens de lancer là, qui est tout frais. Ouais. Alors, c'est Notion Automation. Moi, je suis un gros utilisateur de Notion et un gros fan de Notion aussi. Je pense qu'ils ont vraiment réussi. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Notion, comment dire, c'est entre un Google Docs, un Trello, un Google Site. C'est vraiment très compliqué de décrire, mais en gros, c'est un logiciel de prise de notes, mais sous stéroïdes un peu vénère, quoi. Tu peux faire vraiment beaucoup de choses. Tu peux, euh, tu peux gérer tes to-do avec Notion. Tu peux gérer ton organisation de ton équipe. Tu peux faire des sites web avec Notion parce que tu peux partager une page comme ça. Tu peux gérer tu sais pas, toute une documentation sur Notion. C'est assez dingue et surtout que l'interface, en fait, elle est pas. Il n'y a pas de règles sur l'interface, en tout cas les règles sont très minimes, et c'est à toi de construire ton interface pour ta gestion en fait de notes, pour ta gestion de projet, etc. Et du coup tu le customises un peu comme tu veux. Et c'est génial parce que tu as des fonctionnalités avancées que tu as aussi dans Excel par exemple, que tu as dans Notion, et que tu as
as plein de choses en plus qui vont te permettre de configurer Notion un peu comme tu veux. Mais ce que tu n'as pas sur Notion, c'est la connectivité avec d'autres applications. Tu peux pas connecter Notion avec Zapier, tu peux pas connecter. Comment? C'est fou qu'il l'ait jamais fait. Ouais, et la raison pour laquelle elle est simple, c'est que en fait, leur, la manière de faire de l'évolution produit chez Notion, elle est très lente et c'est fait exprès parce qu'ils veulent pas euh, prendre des directions juste parce que les gens le demandent, parce que eux ils considèrent que ce que les gens veulent, c'est pas exactement ce qu'ils veulent. En fait, c'est juste que en fait, tous les autres éditeurs de logiciels, etc., écoutent leurs utilisateurs à un certain degré, et c'est normal. Mais eux, vraiment, ils disent non, non, nous, on va faire quelque chose de hyper minimaliste, on veut pas prendre trop de parti pris sur tel et tel type d'utilisation, parce que nous, on veut faire utiliser Notion pour tout type de choses. Et, euh, et sortir une API tout de suite, parce que c'est ce qui permet en fait inévitablement la connexion avec d'autres éléments, bah, c'est un peu comme prendre une direction en fonction de comment est-ce qu'on va mettre tel et tel champ de l'API, etc. Parce qu'une fois que tu as sorti une API, tu ne gères pas une interface, mais tu en gères deux. Ça veut dire que demain, ils sortent une autre fonctionnalité sur Notion, bah, ils sont obligés de la mettre sur l'API aussi. Sinon, il y a des gens qui vont dire ouais, non, c'est pas encore dispo sur l'API, etc. Donc ça fait double travail. Et je pense que Notion, c'est une boîte qui prend le temps. Et même s'ils ont levé beaucoup d'argent, ils prennent quand même encore le temps aujourd'hui. Et là, l'API est uniquement testable si tu es une boîte méga utilisatrice de Notion. Et là, ils vont te donner l'accès à la bêta. On est ici en novembre 2020, quoi. Mais je pense qu'ils vont vraiment commencer à donner accès à tout le monde début janvier, fin décembre peut-être 2020. Et nous, on s'est dit, bah, tu sais quoi, il y a peut-être moyen de reverse engineer ça. On est parti regarder un peu les calls qui étaient faits sur Chrome, en fait, qu'est-ce qu'il faisait. Il y avait un projet open source aussi qui s'appelle NotionPy, qui permettait de faire ça aussi. Et du coup, on a mis un peu tout ça en bric-à-brac ensemble. On a regardé un peu comment est-ce que on pouvait nous construire une HTTP API par-dessus, une fausse HTTP API, une non officielle. Et en fait, on s'est dit, en fait, les gens, pourquoi ils veulent l'API, tu vois? On s'est dit, euh, euh, en fait, initialement, on s'est dit, putain, si les gens veulent tant l'API, alors, si on la sort, ça va être un carton. Et en fait, pas du tout. Parce qu'on a commencé à parler de l'API et on s'est rendu compte en faisant une interview utilisateur, mais en fait, les gens, ils veulent juste l'API pour dire que oh faut que Notion soit ouvert, mais ils ont aucune utilisation de l'API. Déjà la plupart qui utilisent Notion ne savent pas coder, beaucoup, tu vois. Donc en fait, ils sauraient pas faire quoi que ce soit avec l'API. En fait, ce qu'ils veulent en réalité, on en revient à l'utilisateur demande des choses, mais il sait pas vraiment ce qu'il veut. Ce qu'ils veulent en réalité, c'est pouvoir connecter Notion avec plein d'autres choses. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui permet de connecter Notion avec d'autres outils, ou en tout cas n'importe quel outil avec d'autres outils, c'est Zapier. Et du coup, on s'est dit, bah, tu sais quoi, on va prendre cette API, on va faire un connecteur Zapier dans un premier temps, et on va faire un système où quand l'utilisateur va sign up, et bah, il va pouvoir utiliser que 10 requêtes uniquement. Et une fois que ces 10 requêtes sont terminées, bah, il va devoir payer, et le prix, c'est 97 euros. Dollars. Pour pouvoir utiliser ce Notion Automation en illimité. Et en fait, il y a tellement de demandes. Tu tapes Notion API sur Twitter, mais c'est folie à quel point tous les jours il y a des tweets en demandant oh, est-ce que l'API sort, etc. Et c'est fou. Et là, on a fait en quoi en une semaine, on avait 600 inscrits. Là, en 2 semaines, on en a 1200. Et c'est trop bien parce que ça fait que 2 semaines qu'on l'a lancé. Et c'est trop bien parce que c'est pile dans ce que les gens veulent, quoi. Et c'est trop cool. Et les usages qu'on voit sont incroyables. Donc voilà, c'est Notion Automation. Ok, stylé. Donc ça, vous l'avez lancé il y a 2 semaines finalement. Vous l'avez lancé Ouais, sur Hunt. C'était quoi ouais. le choix un petit peu de comment le lancer? Comment vous êtes dit Product Hunt? Alors, pour tout avouer, sur cette période-là du lancement, j'étais méga débordé par toutes les autres choses que je suis en train de faire aussi. Donc, je pense qu'on n'a pas été à l'optimisation de ce lancement. On aurait pu beaucoup mieux faire. Typiquement, quand on avait lancé MJML, je crois qu'on avait eu le premier jour, on avait plus de 1000 upvotes. Parce qu'on avait bien préparé le lancement, on avait tout, les gens de la communauté, c'était la communauté Email Geeks à l'époque, qui était dessus, enfin c'était incroyable, on s'était démerdé pour faire hunter par le top du top, enfin c'était top quoi.
Bon, on a eu Nicolas Garnier qui nous a bot, enfin qui nous a hunté, donc il y avait quand même un bon karma. Euh, on en a parlé quand même pas mal, mais tu vois, on aurait pu encore mieux organiser ça. Mais on était pris par la montre parce que on se dit du jour au lendemain, en fait, Notion peut sortir leur API et, euh, et que notre truc est de toute façon tellement demandé qu'on s'en fout un peu. Bon, du coup, on n'est pas sorti de Product Hunt en se disant putain c'est gagné parce que tu vois on n'a pas fini dans le top 1 quoi. Mais on a quand même chopé beaucoup d'utilisateurs quoi. Et alors, ça, c'est une question, parce que souvent on conseille de faire des. Tu lances un produit, ça, tu es sûr qu'il va marcher un petit peu, tu le fais sur Product Hunt et ça a un bon écho. Et qu'est-ce que tu fais derrière, une fois que tu as fait un lancement Product Hunt, pour continuer à grandir? C'est quoi les actions un Bah, peu? c'est un peu le risque, c'est de voir la courbe qui s'affaisse quoi. Donc en fait, nous ce qu'on a fait, c'est qu'on a dans toutes les personnes qui sont inscrites, on a bien regardé. Et là, j'étais content parce que j'ai pu apprendre tout ce que j'avais fait chez Kimetrix, etc. Donc, regarder comment les utilisateurs s'étaient comportés, qui étaient un peu les influenceurs. Donc, tu vois, tu peux regarder en fonction de leur email, est-ce que tu vois, est-ce qu'ils ont des comptes Twitter, etc. Tu vas un peu les follow, tu vas regarder ce qu'ils font au début à la main, puis tu essaies de faire ça un peu de manière automatisée et tu te rends compte qu'il y a pas mal d'influenceurs qui s'inscrivent. Tu leur proposes des deals pour faire du revenu sharing sur l'outil. Tu leur dis écoute, viens, on fait de l'affiliate. Et du coup, là, tu as des tendances d'affiliate qui se mettent en place parce que tu vas avoir des canaux externes qui vont un peu faire écho à ce que tu as fait initialement sur Product Hunt. Parce que le jour du Product Hunt, c'est cool, tout le monde entend parler. Mais les gens, avant de passer à l'acte d'achat, ils ont besoin d'entendre parler de ton produit au moins 7 fois, tu vois, en réalité. Donc, faut que Product Hunt en ait parlé, faut que un de tes meilleurs influenceurs sur ce sujet en ait parlé, faut que toi, tu l'aies revu sur ta boîte mail, faut que tu aies reçu un tweet avec ça, faut qu'en plus, si tu as vu une pub avec ça, là, peut-être que tu vas dépenser 97 € en fait. C'est pas juste en une fois, en fait. Personne, juste en une fois, en rentrant dans une boutique, achète un truc cher. Les trucs où juste en une fois ils achètent un truc c'est t'achètes peut-être au marché un truc à 2 € parce que tu t'en fous en fait. Mais un truc cher, il faut quand même que tu l'aies vu plusieurs fois. Et mine de rien, nous, 97 € c'est quand même cher. C'est pas un achat totalement émotionnel, tu vois. Tout dépend pour qui, mais tu vois. Et nous, on s'est dit, on veut faire écho et c'est comme ça un petit peu que nous, on gère la suite de Product Hunt. D'accord, ouais. Ouais, c'est super intéressant. C'est un peu le chemin que je prends avec ma boîte, donc je te pose des questions là-dessus. Mm, mm. Ça peut m'intéresser, et puis ça peut intéresser aussi les makers qui veulent faire ça, parce que je crois que c'est un des chemins les plus plébiscités. C'est tu fais un super produit, tu le mets sur Product Hunt, tu as plein de gens qui te follow, après tu vas sur AppSumo, et waouh, tu as plein d'argent, et voilà, et t'es bien lancé. Ouais. Ouais, je pense qu'on oublie quand même une chose, c'est qu'on a tendance à relancer trop rapidement sur Product Hunt aussi. Euh, En fait, je pense que pourquoi on fait un lancement, c'est parce qu'on veut beaucoup de gens qui viennent sur notre site. Mais souvent, ce qui se passe, c'est que il y a quand même beaucoup de gens sur Product Hunt qui lancent des choses. Et ils lancent aussi bien des compilations de choses que des vraies choses codées. Et il y a des fois, tu as des gens qui ont juste fait une compilation de trois liens, ils l'ont mis sur Airtable et ils l'ont lancé. Mais leur truc va mieux marcher que ton truc, en fait. Parce que, alors que toi, t'as passé 2 mois à le coder, tu vois. Et là, tu fais, mais what the fuck. Et en fait, ce qui se passe, c'est que je pense qu'on oublie aussi pourquoi on est là sur Product Hunt. On est là sur Product Hunt parce qu'on veut plein d'utilisateurs qui viennent. Donc, si on arrive à les choper autre part initialement, et qu'au moment où ça se lance, on arrive à leur dire hey mec, est-ce que tu voudras bien me voter au moment où ça se lance? Eux, ils se sentent un peu. Ils disent putain, mais attends, moi j'ai testé la bêta, je suis un peu un VIP user, trop cool, tu vois. Et, euh, et là, en fait, tu vas avoir plus de gens qui vont venir voter pour toi. Et nous, ce qu'on avait fait, c'était avec LinkedIn. On avait toute la communauté plus ou moins française de LinkedIn. Pas toute la France, mais en tout cas ceux qui sont dans mon réseau. Et on avait fait un bon post et qui a pas mal cartonné, qui a ramené quand même les premiers 300 utilisateurs, je crois. Et tout cela, j'étais certain que au moins certains de ceux-là vont faire un vote et vont potentiellement faire un post de leur côté sur LinkedIn. Et il faut créer les caisses de résonance avant, pour moi, de lancer la vraie caisse de résonance qui est Product Hunt. Parce qu'une fois qu'on est sur Product Hunt, on ne peut pas faire machine arrière, on ne peut pas reposter sur Product Hunt. Donc il faut juste être certain que le jour où on lance, on est notre funnel qui soit bien fait. Et là, c'est aussi pour un indie maker de s'occuper du marketing et bien s'occuper du marketing, pas de juste se dire moi je l'ai codé et c'est bon quoi. Oui, 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 mais alors ça, je pense que c'est notre biais principal. Tu en as parlé tout à l'heure dans ton projet où tu as fait 9 mois de code, puis 3 mois de marketing.
on le fait tous, plus ou moins. Je sais pas si c'est parce qu'on a un background technique ou si c'est juste parce qu'on a une mauvaise éducation entrepreneuriale, mais en tout cas, c'est un truc qui revient tout le temps. Et il y a plein de gens qui disent bah faut pas faire ça, il faut d'abord tu sais faire une landing et puis le vendre et puis avancer, etc. Mais en fait, j'ai l'impression, plus je parle avec des indépendants, des gens qui se lancent dans leur business, que en fait, ils ont besoin de faire pour se prouver qu'ils savent déjà faire, puis après de le lancer et d'échouer et de recommencer. Mais ils ont besoin de faire ça dans leur chemin d'apprentissage. Effectivement, dans un sens de boîte, c'est nul à chier de faire ça, mais pour chaque humain, de avoir ce process où tu as appris, tu as lancé un produit, tu l'as créé, puis tu as fait le marketing et tu as fait un peu toutes les erreurs, eh ben, ça sert, quoi. Je sais pas si tu vois ce phénomène sur le produit que tu as lancé précédemment, mais je sais que moi, ça m'a servi. Et il n'y a aucun livre qui m'aurait appris, alors que plein de gens te le disent, The Family te le dit, tout le monde te le dit, il faut essayer, fake it until you make it, mais personne ne le fait, parce que je crois qu'en fait, on a besoin d'expérimenter. Et c'est pas une question de, on, on, on veut volontairement échouer, tu vois, c'est qu'on a besoin d'apprendre plutôt. Ouais, et c'est quand, bah, de toute façon, c'est toujours en le faisant que tu apprends et pas en écoutant. Et tu vois, c'est vraiment genre, t'as beau dire à un enfant, genre, mets-toi pas à côté du lit, tu vas tomber, il a besoin de tomber avant de comprendre que c'est dangereux, quoi. Et c'est pareil pour nous aussi. Je veux dire, il y a un moment donné, t'as beau entendre Oussama Hamar en mode, ouais, fais une landing page, attends tes utilisateurs, etc. Ouais, mais ok, mais t'as déjà eu une idée et puis fait une landing page avant, tu vois, enfin, évidemment, Oussama Hamar l'a fait, mais ce que je veux dire, c'est que au moment où tu l'écoutes, tu te dis que, ok, je me la note, je vais l'appliquer un jour, mais en réalité, tu vas toujours commencer à coder si tu as un background technique, en fait. Et je pense que de plus en plus, et c'est d'ailleurs un des choix pour lequel de plus en plus je vais vers des solutions no-code quand il s'agit de faire bah, des landing pages ou des choses comme ça, c'est que je me dis, ok, quel est le minimum de temps que je peux passer pour exciter un peu les gens sur mon idée, pour qu'ils me donnent le max d'infos avant de toucher une ligne de code. Et tu vois, typiquement, maintenant, je me dis, tu sais quoi, je vais essayer de pas toucher une ligne de code, quoi. Je vais essayer de me démerder. Et c'est pour ça qu'on est avec mon pote en binôme, c'est que maintenant, on se comprend parce qu'il est bien en marketing aussi et il est très bon en code et surtout en infra, etc. Alors que moi, bon, je suis bon en code, mais je suis pas le meilleur. Mais j'ai cette composante marketing qui m'aide beaucoup, tu vois. Et du coup, je me dis, ok, je vais gérer que la partie marketing, mais avec un angle très tech. Mais et lui, il va faire juste l'autre partie. Pour moi, aujourd'hui, ça me convient beaucoup plus que ce que j'avais fait à l'époque sur Blasumo où j'étais au four au moulin tout le temps et que c'était chiant. Et je sais que moi, aujourd'hui, ça me convient pas pour l'instant. En revanche, sur YouTube, par exemple, tu vois, je veux être tout seul. Parce que j'ai envie de gérer ma créa, j'ai envie de gérer mes invités, j'ai envie de... Tu vois, je supporterais pas d'être à deux sur YouTube, par exemple, aujourd'hui, tu vois. Alors que sur mes projets tech, c'est parce que je sais qu'il y a une partie qui me... En fait, la manière dont tu bosses en créatif pour le marketing est très différente de la manière dont tu bosses en deep work pour du tech et du code, en fait. Et que si jamais tu es en train Typiquement, ce qui m'est arrivé sur Blasumo, c'est que je suis en train de bah, je suis dans mon high energy mode un peu, en train de parler à des clients en mode hey, je te vends ma solution, c'est génial. Et boum, tu reçois un Slack de ton outil de support qui fait truc à envoyer un message. Tu es en, t'es en screen sharing avec un client et le client qui t'envoie le message sur le ticket support, tu écris en gros en all caps, ça marche pas, putain. Et du coup, là, tu es en mode, ok, en fait, j'étais en pleine discussion avec toi pour te vendre un super projet. Et, et là, j'ai un autre client qui m'envoie un Slack en disant ça marche pas. Et en fait, le moment que ça arrive, tu te dis, mais en fait, ok, je sais pas quoi faire parce que évidemment ça te déstabilise. Bon, ça c'est ok, c'est non fortuné. Mais de l'autre côté, juste après, bah toi, alors que tu étais dans ta journée de sales, bah tu viens et bah tu te mets à coder pour résoudre son problème. Évidemment, c'est un de tes clients qui te rapporte de l'argent, et évidemment. Et sauf que là, en fait, t'es pas le meilleur développeur ce jour-là parce que ton contexte switch, le temps où tu vas passer du sales vers le dev est beaucoup trop gros. Tu vois, et donc tu vas être nul, tu vas te faire chier à essayer de gérer. Et en plus, ça t'a gâché ta journée de sales parce que bah tu t'as pas été idéal ce jour-là, tu t'as pas appelé des clients. Parce que ça se peut que tu aies des a priori après, te dire putain, si ça m'arrive, etc.
Ouais. Mais voilà un peu pourquoi maintenant je préfère bosser en binôme et je vais essayer de le faire dès que je peux, tant que je peux. Alors ça veut pas dire quand tu es à deux que tu vas monter une start-up qui va faire des millions et qui... non, c'est juste, non, tu préfères vraiment gérer deux choses différentes différemment, quoi. Je suis plutôt d'accord avec ça. J'ai un peu ce truc-là avec ma boîte à Cachetori où ben, je fais le produit techniquement. J'ai inventé des choses qui font que le produit il est awesome. Tu vois, NAS, chaque fois qu'on le démo, les gens ils sont fous parce que ben, Jupiter, les notebooks, c'est un truc de ouf. Et quand tu les surcouches, tu vois, j'ai un peu donné des super pouvoirs comme toi, tu as donné un super pouvoir à Notion. Tu vois. Et pareil, en fait, ça me dérange d'aller faire le marketing alors que ben, c'est moi qui comprends le mieux le produit, c'est moi qui comprends le mieux les features et que les mecs qui sont avec moi, ben, ils sont pas autant techniques que moi, ils voient pas les capacités de ce que j'ai fait. Mais en vrai, ça me plaît plus quand même de faire du deep work et d'inventer des features géniales qui rendent l'utilisation encore plus ouf du produit. Et j'ai moins de temps à les mettre sur du marketing, alors que pourtant, c'est un peu pour ça qu'on s'est rencontrés, c'est que j'ai une capacité marketing pour un mec tech comme toi, différente de la moyenne, quoi, on va dire. Et du coup, c'est une arme de ouf, mais tu peux pas être au four et moulin, quoi. À un moment donné, faut choisir. Et moi, j'ai choisi plutôt le côté tech pour le moment. Mm. On est en train de focus à fond sur le marketing. Je fais des phases pour le moment de genre on va faire que du marketing cette semaine, que de la tech cette semaine, mais bon, à un moment donné, ça va s'arrêter, ça, je pense. Parce que c'est compliqué. Des fois, il y a un truc qui marche pas, effectivement. Tu vois, cette semaine, je devais être focus qu'au marketing, par exemple, et on a eu le bug le plus improbable de la Terre, qui est que AWS Paris n'avait plus de machines disponibles pour nous. Donc du coup, on a dû scale up les serveurs, donc avoir plus de serveurs parce qu'on avait plus de demandes. Et là, AWS, donc Amazon Web Service, a dit, ben, j'ai pas de machine, désolé. Désolé. Donc du coup, Ah ouais. normalement, tu as un threshold sur ton infrastructure qui dit si elle est utilisée à plus de 60% pop des nouvelles machines. Et là, du coup, le pop a pas marché. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Ben, tes machines, elles continuent d'augmenter en volume et tout explose en plein vol. Et nous, on était là. À la base, on devait faire du marketing cette semaine. Et j'ai passé mardi une journée complète à essayer de comprendre comment faire parce que il n'y a plus rien qui marchait. Ça a tout fait péter. Ah Le, ouais. j'avais pas prévu le cas où AWS n'aurait pas de machine disponible. C'était Ouais. C'est tellement. dur ça, c'est dur. Mais ouais, mais ça arrive. Et quand tu es tout seul, ça t'arrive aussi. Donc faut penser à bien déléguer, etc. Et c'est pas. En tout cas, c'est pas évident en premier temps. Et donc pour l'instant, je suis dans la méthode un peu association. Ça marche très bien pour nous, quoi. Ouais, voilà, ouais. Je pense que il y a un vrai truc en tant qu'indie maker qu'il faut pas prendre en compte, c'est que tout seul, c'est ultra dur. C'est, en fait, indie maker, ça veut pas dire que tu vas être solopreneur toute ta life. Indie, c'est que tu restes en petit groupe restreint et tu essayes de faire du maximum de ce petit groupe, d'en tirer le maximum et d'être ultra efficace et de faire des choses super belles. Et par exemple, Pierre que j'ai eu de Flat, ils ont levé à mort de thunes, ils font beaucoup de cash aux États-Unis et ils sont toujours que quatre, quoi. Et ça, je trouve ça, c'est ça pour moi l'esprit indie maker, quoi. C'est t'arrives à valoriser vraiment les gens qui sont là. Personne ne fait du présentiel, on a une vraie valeur ajoutée très forte et dans un petit groupe. Et du coup, tu te soutiens et tu permets, bah, si quelqu'un n'est pas là, que ça marche quand même, parce que quand tu fais des trucs, je parlais de mon application tout à l'heure. Il y a un moment donné, elle ne marchait plus à cause d'une mise à jour d'Apple. Ben, j'étais malade, ben, j'ai dû bosser quoi, parce que les utilisateurs étaient là. Tu vas nous rembourser hein, si ça continue à pas marcher. J'ai la grippe, excusez-moi. Ah, ils s'en foutent, hein. Je pense que et c'est normal parce que toi, tu t'en foutrais aussi. Je veux dire, regarde les gens qui ont eu leur voyage annulé à cause du Covid et la compagnie aérienne est au proche de la faillite. Et ils s'en foutent, ils s'en mettent, mais rends-moi mon argent, je m'en fous. Et c'est normal, tu vois. Euh, donc voilà quoi. Et ils se mettent pas 2 secondes à la place du CEO de la boîte en train de se dire, bon bah ok, lui, ce mec-là, il est au bord des larmes, quoi. Évidemment que non. Clairement, clairement. Ah ben, tu prêches un convaincu puisque j'ai pété un câble quand on a mis 4 mois à me rembourser mon billet d'avion pour Bali. Vous êtes dingue, vous êtes dingue, j'ai payé pour un service que je n'ai pas, donc maintenant tu me rembourses. Et la dame, elle est Non, oui, mais enfin, vous êtes beaucoup dans ce cas-là. Ah oui, ah, ah, oups. ça, Il y avait la tu t'es moitié. fait rembourser au moins, c'est cool. Ouais, ouais, mais ça a mis 6 mois. J'étais reparti il y a un mois et demi alors que je devais partir en avril, quoi.
Ah ouais, d'accord, ok. Mais ouais, parce que on s'en rend pas compte et puis en fait on s'en fout. Je sais pas si si c'est un truc qui devrait être changé à un moment donné, et qu'on soit un peu plus humain, même envers des entreprises. J'en sais rien, mais en tout cas actuellement c'est comme ça et ouais, être tout seul face à ça c'est dur. C'est dur. Et je pense que des petits groupes d'entraide, même des fois, et j'ai l'impression que je le vois de plus en plus, tu vois, sur le Discord où on est. Il y a plein de gens qui s'entraident alors qu'ils sont pas vraiment associés, mais tu vois, il y a une espèce d'entraide parce que ben, quand tu es tout seul sur ton business, si t'as pas d'aide, c'est dur, quoi. C'est dur, et si t'as pas un mec qui t'aide de temps en temps et après tu lui refiles un coup de main ou tu le payes, enfin tu trouves un moyen, quoi. C'est quand même très très dur. Mm, mm, mm. Non, c'est super important et c'est bien, le Discord fait bien le taf à ce niveau-là, tu vois, genre ça c'est plutôt cool, genre tu commences, tu peux, enfin en tout cas ce que vous avez réussi à créer avec le chantier là, c'est quand même pas mal parce que c'est pas évident quand t'es tout seul, tout seul, tout seul. Moi j'avais vu la différence quand j'étais à Bali et que il y a plein de gens à côté de moi qui faisaient la même chose, putain c'était génial quoi. Sinon quand tous tes potes sont salariés ou alors quand tous tes potes bossent dans leur boîte start-up tu vois, alors que toi t'es en mode full restreinte de thunes et t'essaies de bosser coûte que coûte tous les jours 19 heures par jour, c'est pas pareil quoi, tu vois, donc Mais clairement, clairement. C'est la bonne phrase, tout seul on va plus vite, ensemble on va plus loin, quoi. mm, mm. Et toujours ça, forcément tu vas bosser moins vite si tu es à côté de d'autres mecs parce qu'il y a de l'échange, mais en même temps ça va être plus valuable en fait sur le long terme d'avoir de l'échange et de voir un petit peu des trucs comme ça. C'est rigolo, ça me fait penser à une phrase que j'ai beaucoup répétée quand je bossais en startup avant le Covid. C'était très dur de bosser en remote. Et du coup, à chaque fois que je passais des entretiens, je disais ben, moi je veux bosser en remote only. Les gens ils étaient là, t'as pas envie de t'intégrer avec nous, tu veux être engagé dans cette boîte, tu vois, et c'était un peu de doute. Et à chaque fois, je leur disais un truc qui s'est passé pour moi et qui était ouf. À un moment donné, je suis allé dans un cowork quand je bossais pour une boîte à Madrid. Google a créé un cowork à Madrid qui est assez stylé. Et du coup, je vais dans ce cowork et je me pose, je bosse et je bosse à côté de quelqu'un. À un moment, on discute. Il me dit, ah, et tu fais quoi toi là? Je dis, ben, j'essaye d'améliorer ma page d'inscription sur l'application de U2U parce que on a plein de gens qui téléchargent l'app et qui ne s'inscrivent pas. C'est un peu nul comme truc, et sauf que U2U, c'est une app de livraison collaborative. Monsieur Tout le monde peut devenir livreur, et bien évidemment, pour qu'il devienne livreur, il faut un maximum d'infos légales sur lui, pour pas que tu te retrouves avec un mec qui prenne un colis, qui se barre, et que tu aies perdu ton colis, et voilà. Surtout qu'on a déjà livré des iPhones, plein de trucs, tu vois. Enfin, à un moment donné, on avait les Wifix qui faisaient de la livraison en mort avec nous. Donc il y avait pas mal d'iPhone, d'ordi où ils réparaient, enfin bref. Et je parle avec ce mec et il me dit, mais vas-y, fais voir ton funnel d'inscription. Et il regarde la page d'inscription, il me dit, mais t'es un malade. Il dit, sur ta page d'inscription, tu demandes le nom, le prénom, la pièce d'identité, enfin, genre, tu demandes la vie du mec alors qu'il s'est pas inscrit, qu'il a pas vu ce que c'était le produit. Je dis, ouais, mais c'est une contrainte légale. Il me dit, mais c'est une contrainte légale à quel moment? Au moment où il veut livrer, non? Pas au moment où il veut découvrir ton produit. Donc, il me dit, t'es con. C'est genre, laisse-le venir sur le produit, et dès qu'il veut cliquer sur livrer, bam, là, tu demandes ses infos, parce que là, il a envie de gagner de la thune. Donc, c'est de te donner, parce qu'il va gagner de la thune. Et du coup, j'ai codé ça dans la journée où j'étais avec lui. J'en ai parlé à personne dans ma startup. Le lendemain, j'ai release le truc. Tout le monde m'a dit, mais t'es un malade, mec, on est dans la merde, il n'y a plus rien de légal qui tient, qu'est-ce qu'on va faire et tout. On a fait x10 sur le nombre d'inscriptions par jour. Ah ouais, ouf, non mais c'est trop Et, bien. ouais, et zéro support en plus, genre très très peu. Ouais, Alors, trop bien. et ça, je l'ai vécu parce que j'ai voyagé, j'ai parlé avec un mec random et tout le monde dans ma boîte, pour eux, c'était impossible. On était tous d'accord que c'était le seul moyen de faire, tu vois. Et je parlais à un mec en externe qui m'a dit, bah non, mais genre, c'était évident pour lui. Il en a parlé 5 minutes avec moi, il n'avait aucune expertise, c'était simple. Et Mm, c'est le truc que je disais à tous les gens qui voulaient me recruter. J'ai dit, bah, en fait, si je veux bosser à distance, c'est pour pouvoir revivre ce genre d'expérience. Parce qu'en fait, venir au bureau, c'est cool, mais du coup, on est toujours avec les mêmes personnes, on pense toujours pareil, et du coup, on se met dans un silo. Et moi, quand je bouge, ben, je permets d'amener de nouvelles idées. ah mais Voilà. trop bien. Euh, Non mais c'est clair que ça aide énormément et puis
Enfin, si je te raconte les anecdotes de Bali aussi, c'est dingue, quoi. Tu vois, genre, bah, typiquement, l'associé en question, là, je l'ai rencontré à Bali, tu vois, en totalement neuf, il me montrait ce qu'il faisait, et tu vois, ça donne envie de travailler avec des gens que tu trouves impressionnants, etc. Et donc, c'était vachement. C'est vachement bien. Franchement, je conseille à n'importe qui. Bon, toi, t'as pas pu y aller parce que tu t'es fait recaler tes billets. Mais tu vois, je sais pas si le monde d'ailleurs sera de la même Ouais. manière dont il était avant. Mais franchement, pour tout Indie Hacker, Bali, c'est un peu la mecque du truc, quoi. C'est trop bien et tu rencontres tellement de monde qui fait plus ou moins la même chose. C'est un peu un passage où quand tu y es passé, tu fais ah ouais, d'accord, ok, je comprends maintenant la vibe de ce que c'est. Ouais. J'ai compris un peu ce que les gens, la plupart des gens font. Et puis tu te mets dans un réseau qui est différent. Tu vois, maintenant j'ai mes potes de Bali, quoi. Et c'est trop cool. Et c'est pas parce que tu habites maintenant en France ou ailleurs que c'est plus pareil. Non, c'est juste que tu as un mindset en plus, tu vois. C'est ça. Bon, maintenant, j'ai l'impression que c'est en train de, avec le Covid, c'est Lisbonne qui est en train de prendre cette place un petit peu là. Ça Ouais, devient un peu la Mecque en Europe. Il y en ouais, a mort des totalement. gens qui y sont là, et on fait que m'en parler encore Bah, hier tu là. vois, c'est trop marrant, tu vois, parce on était avec un groupe au moment où le premier confinement était terminé, on était parti là-bas. Et on était avec un groupe de Bali, tu sais pas, de 10-15 personnes, tu vois. Et je crois que maintenant, genre, t'as tout le monde qui arrive là-bas. Et c'est fou, c'est Mm. trop génial, tu vois. Et du coup, on y était pendant 2 mois. Après, on est revenu parce qu'il va commencer à faire froid à Lisbonne. Et il faut pas oublier non plus que Lisbonne, les maisons ne sont pas isolées. Donc, c'est pas si fun que ça. Et que je préfère être à Paris pour le coup pendant l'hiver, même si voilà. Donc, pour l'instant, je suis à Paris. Ok. Mais oui, oui, tu y étais, on en avait déjà parlé de ça. Moi, j'y suis pas encore là, je vais y aller. Soon, sûrement vers janvier. On compte y aller avec des potes, on hésite entre les îles Canaries pour la chaleur ou Lisbonne pour le côté entrepreneuriat ouf qu'il va avoir là-bas et qu'il y a déjà Bah, pour là-bas. l'instant, les îles Canaries, c'est plutôt cool. Là, j'ai un pote qui vient d'y aller. Il m'explique que bah, il y a personne, enfin personne qui est confiné, il y Et a pas ouais. de couvre-feu, il y a rien. C'est génial. Il fait beau, il fait chaud. Bref, alors que Lisbonne, là, c'est confiné. Donc, Ah, Lisbonne, c'est confiné là? ouais, ouais, ça vient d'être annoncé il y a 2-3 jours. Ah merde. Bon. Fun. Ouais, parce que moi je suis en Espagne, là, Séville est pas confiné non plus, hein. On vit notre meilleure vie. Enfin, on a le couvre-feu à 23 heures. Ça fait rire beaucoup les Français. Les Espagnols, ça les fait un peu pleurer parce que pour eux, c'est comme si c'était 9 heures du soir. Mais pour nous, c'est plutôt cool, quoi. On est plutôt sur une vie chill et ça se passe plutôt bien. Mais Non, c'est clair. on verra la suite. Ok, eh bien, on a pas mal fait de détours. Là, actuellement, regarde, ça fait 57 minutes qu'on discute. On va pouvoir, je pense, attaquer un petit peu mes questions partie 2. Donc, la Mhm. première, c'est un petit peu où c'est que tu vas avec tes projets, où c'est que tu veux les amener dans le futur. Et on va commencer Mon là-dessus. but, c'est en fait de premièrement. En fait, j'ai une théorie qui dit que dès que tu as un canal d'acquisition, tu peux builder plus ou moins ce que tu veux, ça marchera plus ou moins, quoi. C'est-à-dire qu'en gros, d'abord, il faut construire son canal d'acquisition. Donc, comment tu fais pour que quand tu sors quelque chose, bah, les gens le voient. Et en fait, typiquement, là, les gens, les Bentocel et compagnie, les gens qui ont du karma de dingue sur Product Hunt, qui ont des followers de ouf, etc., bah, eux, la probabilité que quand ils sortent quelque chose, bah, ça ne prenne pas. Quand je dis ça prend pas, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'utilisateur, qu'il ne peut pas tester son truc, etc. Et Ouais. bah, elle est faible. Parce que toi, par exemple, avec le même projet, tu vas mettre beaucoup plus de temps d'avoir tes 1000 premiers utilisateurs pour qu'ils puissent le tester, te donner du feedback, que tu puisses itérer. Et du coup, lui, il ira beaucoup plus vite que toi. Et ce qui fait la différence, c'est pas forcément la qualité du projet, c'est pas forcément ta facilité à toi à coder, c'est vraiment à quel point tu as du capital social, donc c'est-à-dire des gens qui sont prêts à donner leur confiance pour tester Mhm. quelque chose et ça, sur le long terme, j'y crois beaucoup plus que des petits growth hacks, parce que là, typiquement, sur LinkedIn, il y a un petit growth hack, tu vois, où tu demandes aux gens de commenter, et puis tu as le truc, ça marche, ou alors tu as un petit growth hack sur Twitter avec des pods, etc. T'as des petits trucs comme ça, tu vois. Et tu peux payer, tu vois, pour avoir un peu de Mhm. visibilité et tout. Mais le meilleur, quand même, c'est. Moi, je me dis, on a quand même une bonne carrière devant nous. Tu vois, s'il nous arrive pas quelque chose de grave, a priori, on est parti pour être sur Internet. Autant se créer un réseau de personnes autour de soi qui nous aiment bien, qui nous écoutent et qui comprennent ce qu'on fait. Et comme ça, le jour où bah, tu as besoin de lancer un projet,
de ce genre-là, genre Blasumo ou quoi que ce soit. Tu as besoin d'investissement dans ta boîte, ou alors toi tu vas investir, ou alors tu veux lancer une formation, ou alors tu veux lancer une vidéo, un podcast, et bah t'as les gens qui sont là et ils te suivent depuis un petit moment et ils ont un peu parcouru ta life, quoi, parce qu'ils sont là avec toi et ils co-créent ça avec toi. Et pour moi, c'est beaucoup plus important de construire ça au long terme que tu vois, de rester sur un projet et essayer de faire en sorte que ce projet marche coûte que coûte pendant 3 ans et failer, tu vois. Parce que pour moi, ce qui te permettra de pivoter plus vite et d'arriver à un meilleur market fit, c'est vraiment, product market fit, c'est vraiment le fait que tu as de plus en plus de feedback. Et comment tu as de plus en plus de feedback, c'est que tu discutes avec plus en plus de gens et que tu as accès à ces gens. Et pour moi, du coup, il faut construire ce capital social. Du coup, j'en arrive au point, c'est pour moi la chaîne YouTube et tout ce que je fais sur LinkedIn, etc., c'est vraiment ça que je suis en train de construire pour au long terme lancer un max de projets. Comme là, typiquement sur cette année, il y en a eu 3. Comment faire ça tous les ans, tu vois. Et tous les ans, Ouais. dans les 3, dans les peut-être 4, parce que tu optimiseras, tu en auras un qui va marcher par an. Et si t'es pas trop mauvais et que tu vois, tu arrives bien à te démerder, tu as une long tail qui va suivre. C'est-à-dire qu'un projet, quand tu l'as créé, il est là, il vit et il fait de l'argent. Et du coup, pour moi, je crois beaucoup plus à l'itération et au pivot que au coup de chance, tu vois. Ah, mais clairement, je pense que c'est vraiment ce qui définit un entrepreneur. C'est sa capacité à itérer, à grandir, à avancer. Et c'est rigolo ce que tu dis un petit peu le fait de faire grandir sa marque personnelle, puisque c'est ça, de faire des trucs où on parle de toi, on te connaît, et du coup on commence à te suivre. C'est un peu l'idée principale de Gary Vaynerchuk qui dit ça, qui dit en fait on s'en fout des projets que tu fais, il faut que ça soit toi et que tu parles de ce que tu fais tout le temps et à petit en fait peu importe ce que tu feras, tu as décidé de lancer une baraque à frites en bas de chez toi, et ben tous les gens qui te suivent de partout parce que ils te connaissent et qu'ils apprécient ce que tu fais, ben, ils viendront à cette baraque à frites, tu vois, même s'il faut traverser la France parce que ben, ça fait des années qu'ils te suivent. Et ça, c'est fou. C'est vraiment, quand tu comprends ça et que tu l'appliques, c'est dingue. Et c'est un peu ce que j'ai décidé de faire. C'est pour ça que je fais le podcast, tu vois. Je me suis dit, il faut créer une audience, etc. Et au début, je faisais ça sur les réseaux sociaux, je postais des trucs et tout, mais ça m'a pas plu parce que l'échange, il est très. Enfin, je sais pas, ça me plaisait pas ce truc-là. Et maintenant, le format du podcast, ça me plaît pour ça, quoi. Je construis vraiment quelque chose avec les gens et c'est un truc à long terme. Mm. Ouais, et puis tu vois, ça va. Peut-être que ça va se modifier, et que toi aussi tu vas itérer. Tu vois, moi j'avais un blog à l'époque de quand j'étais à Epita. Je me rendais compte que j'aimais pas trop écrire. Puis j'ai eu Twitter pendant l'époque de Mailjet. Je me disais que je le faisais pour le taf, mais c'était pas trop mon truc. Puis tu vois, j'ai testé un peu le podcast. Mais en fait, là où je me suis vraiment rendu compte où je prends mon pied et que je kiffe, pour moi c'est la vidéo, tu vois. Donc en fait, j'adore pour l'instant la vidéo. Je me dis, si c'est le médium, on va essayer ça, quoi. Si c'est le médium pour avoir des gens, on va essayer ça et on va voir jusqu'où ça tient. Et en fait, ce qui est bien, c'est que mine de rien, nous, la chance qu'on a, contrairement aux autres générations, c'est tout ce qu'on fait sur Internet, reste. Donc ça veut dire qu'une vidéo que tu as faite il y a 6 ans, tu vois, reste. Tu vois, là, je me dis, ouais, je l'ai créée il y a 3 ans, mais dans 7 ans, je dirais, je l'ai fait il y a 10 ans cette vidéo, tu vois. Et là, waouh, c'est fou. Et il y a des créateurs Ouais. qui arrivent à là, tu vois. Et moi, je trouve ça génial, parce qu'il y en aura de plus en plus, et j'ai envie de faire partie de ces gens, tu vois, qui mettent un peu toute leur création. Et c'est comme tu as cité Gary Vaynerchuk tout à l'heure, le document it, c'est don't create it. Arrête d'essayer de créer du contenu, essayer de documenter un peu ce que tu fais. C'est intéressant. Il y a des gens qui veulent voir ça. Et moi, tu vois, je regarde énormément de créateurs, énormément de contenu de gens pour savoir, attends, où est-ce que ça fail. Et typiquement, tous les gens qui écoutent ce podcast, ou moi, quand j'écoute les différents podcasts, c'est ça aussi. J'ai envie de savoir qu'est-ce que je peux apprendre de cette personne que moi, j'ai pas encore compris pour m'éviter, moi, de faire cette erreur. Donc, en fait, c'est vraiment de l'intelligence collective qu'on essaye d'utiliser. Et moi, je kiffe ce concept, quoi. Et j'ai envie de créer du contenu de C'est plus en plus. l'open source appliqué aux gens. Mais grave, en fait, c'est ça, c'est ça. Ouais. Mais je suis plutôt totalement d'accord avec toi. Je veux créer de plus en plus de contenu sur ça et de plus en plus partager avec les autres. Et tu sais, c'est un peu il y a une phrase de The Family sur ça. C'est mince, je l'ai perdu. C'est le fait de donner sans Pay it attendre forward. que ça revienne. Ouais, pay it forward, Ouais. voilà. Mm. Merci.
C'est un peu cette idée-là, en fait. Et plus tu vas produire des choses dans ce monde, et plus dans un sens, ça reviendra à toi sans que tu comprennes pourquoi, quoi. Mais ça va faire des choses, quoi. Les effets cumulés sont énormes et t'es pas capable de les voir, quoi. Je sais que le seul truc que je vois, c'est le nombre d'écoutes que j'ai sur le podcast, mais en fait, il y a tous les gens qui ont écouté le podcast qui vont parler de ce qu'ils ont entendu, qui vont en parler à un mec, qui va reparler de ça, qui saura même plus que ça vient du podcast Indie Maker, mais ça aura impacté plein de gens, notre conversation qu'on aura eue là, quoi. Exactement. Et je pense que ça, c'est un pouvoir fantastique. Ok. Eh bien, franchement, c'était plutôt stylé. Voilà, on est allé sur j'ai Sur une bien belle aimé cette tangente. petite Ouais. dérive. C'est ça, c'est ça. Du coup, on a un peu fait le tour de tout. Je pense qu'on va arriver aux petites questions finales. J'aimerais un peu reprendre pourquoi tu es indie maker finalement? Pourquoi tu t'es lancé en indépendant et t'as pas continué à bosser dans des boîtes? Moi, je pense que je fais, tu vois, c'est marrant. Je me disais ça l'autre jour et je fais pas vraiment de distinction. Pourquoi? C'est parce que en fait, je trouve qu'on sacralise trop le côté entrepreneurial et on discrimine trop le côté CDI, etc. Et pareil de l'autre côté, tu vois. Et au final, enfin, faut pas oublier que on est dans le même monde et qu'au final, quand tu dis bosser pour des boîtes, bah, si tu fais un produit, tu vas bosser pour des boîtes. En fait, tu vas faire des calls, tu vas aller dans leurs équipes, tu vas aller onboarder les gens. Et donc c'est pareil, tu bosses avec les mêmes gens. Donc autant essayer de, de- d'essayer de bien comprendre ce monde-là, bien le hacker entre guillemets et comprendre un peu les politiques, les convergences, le fait que si c'est une grosse boîte, bah, que ça va fonctionner comme ça, les gens qui ont le chèque, les gens qui ont il faut le comprendre ça, tu vois. C'est pas parce que tu es indie maker que, selon moi, que tu vas vraiment réussir à t'abstraire de ça, parce que les gens qui vont venir sign up, bah faut que tu comprennes leur schéma mentaux, il faut que tu comprennes que si lui, euh, c'est la personne à qui je dois marketer ça, et bah faut que je comprenne comment il fonctionne, tu vois, selon moi. Donc par exemple, je te donne un exemple, genre Notion Automation, euh, la cible idéale de Notion Automation, c'est pas le mec tu vois, qui a créé un workspace en Notion et qu'il fait des petits trucs. Non, il va jamais payer 97 euros. Et c'est justement pour ça qu'on l'a mis un peu plus cher, parce que nous, on veut que la personne qui paye Notion Automation ait au moins 97 euros de valeur dans son Notion. Tu vois. Et c'est Hmm. qui? Bah, c'est au moins soit un freelance qui a beaucoup de ses clients et qui fait une vraie usage de Notion, soit une boîte qui a une partie de son workflow sur Notion. Et pour moi, un freelance, une boîte, ils peuvent facilement payer 97 euros. Donc j'ai obligation de comprendre comment fonctionne une boîte et obligation comment fonctionnent ces gens-là qui sont en CDI, tu vois, chez eux. Donc pour moi, je fais pas trop la distinction. Pourquoi? Parce que je fais pas mal de coaching et de free aussi pour ces boîtes. Donc au final, tu vois, je suis dedans aussi. Et, euh, et du coup, ouais, pourquoi moi, en tout cas, j'ai choisi Indie Maker? Bah, si tu veux, c'est un peu une philosophie de vie selon moi, ou selon les boîtes par lesquelles je suis passé, où j'ai vu beaucoup d'argent et beaucoup de recrutement inutile, où je me dis en fait, ouais, là, il y a des choses qu'on peut couper, tu vois, il y a plein de gens qui... En fait, une fois que tu as de l'argent, et que tu as des VC, tu as des gens qui ont les mains dans tes poches, et ils t'incitent un petit peu à recruter beaucoup, parce que bah, il faut montrer que ça bouge, quoi. Attends, on met de l'argent dans ta boîte et tu n'avances pas. Donc il faut montrer que tu avances. Quelle est la meilleure manière de montrer que tu avances? C'est que tu recrutes des gens géniaux, mais en fait ça te crée tellement de problèmes, et je sais pas... Enfin, surtout en tant que dev ou en tant que personne initialement, ou si t'es pas à l'aise avec l'humain, et personne n'est à l'aise avec l'humain, bah c'est pas évident en fait de gérer tout ça, de gérer, de faire du management, tu vois, parce que c'est un vrai truc, gérer des humains, avoir de l'intelligence émotionnelle, c'est un vrai truc, et ça se travaille comme ton intelligence technique, quoi, et qu'en fait on oublie totalement ça, et du coup ça donne des gros fails. Et pour moi, j'ai pas envie de gérer ça. Moi j'ai envie d'être tout seul, ouais, une ou deux ou trois personnes max. Et j'ai envie de travailler avec des freelances, j'ai envie de travailler avec une petite équipe, et moi, j'ai surtout envie de me dire que, ok, j'ai lancé plein de types de projets différents. J'ai pas envie de bosser sur un projet pendant 10 ans euh, qui me prennent tout mon temps H24, tu vois. Genre, ok, la chaîne YouTube, je vais bosser pendant 10 ans dessus parce que c'est un truc qui est sur le côté et que c'est un pilier fondamental de ce que je veux faire, la création de contenu. Mais genre Notion Automation, je sais que l'histoire, bah, tu vois, après, je sais pas, on n'en sait rien, mais tu vois, ça va être un an max, tu vois.
tu vois, avec à faire 2-3 trucs. Notion, peut-être que ça va être une histoire à 3 ans max, mais pas plus. Tu vois, Preview Panda, ça va être petit aussi. Et je me dis, je veux surtout apprendre de ces différentes itérations pour pouvoir les appliquer à la prochaine. Et c'est que comme ça. Et le reste, sinon, je me ferais chier aussi, tu vois. Donc c'est Oui. un peu pour ça, si tu veux. Aujourd'hui, je préfère faire les choses par moi-même, en petite équipe. Et la raison pour laquelle je suis pas en CDI, c'est j'ai tendance à un peu growth hack un peu tout, tu vois. Et je me dis, je vais aller en CDI, je vais comprendre comment ça marche, je vais essayer d'optimiser, je vais essayer de réduire mon temps de travail, je vais essayer de faire d'autres trucs à côté, tu vois. Et donc j'ai un peu la bougeotte et c'est ni bien ni pour la personne qui va m'embaucher, ni pour moi, quoi. J'ai fait un peu la même chose. Tous les gens qui ont voulu m'embaucher, j'ai dit non, mais je veux pas bosser dans les bureaux, comme tu as entendu tout à l'heure, mais je veux pas être en CDI, je veux être en freelance. Euh, pour la raison pure, simple, je leur ai dit, bah, en fait, quand tu es en CDI, je suis un peu lié à toi et genre, je pourrais jamais te dire non. Et j'ai dit, par contre, un truc débile et que je suis en freelance, je vais te dire, bah, ça c'est débile et je vais pas le faire. Me paye pas, c'est pas grave. Et genre, j'ai dit Ouais, ça je à me des gens, ils souviens. étaient là, ils étaient fous. Ils sont dit, quoi? Mais pourquoi tu me dis ça? Tu veux être embauché chez moi, t'es sûr? Je dis, bah, et Mm, pourtant, je trouvais, à l'époque où je le disais, je trouvais que c'était une super incentive. Ça veut dire que on va pas faire de choses débiles, on va essayer d'être toujours aller dans un sens intelligent, quoi. Mais finalement, j'ai arrêté de faire ça, quoi. Ça, c'est pas ce qu'on attend. Souvent, dans les boîtes qui lèvent des fonds, etc., ils attendent des gens plutôt dociles qui vont faire ce qu'on leur dit. Et c'est pas du tout le mood. Et du coup, j'ai mm. arrêté de suivre cette track-là pour la même raison, quoi. J'ai envie de créer ma propre voie. Ok. Et ben du coup, qu'est-ce que tu aurais aimé qu'on te dise avant que tu te lances? Valider, tu vois, c'est toujours un peu le truc classique, mais c'est un peu que aucun projet n'est très long terme au final, ne va te suivre toute ta vie, que tu vas en lancer plein de petits, et que en revanche, il faut valider ton idée avant de faire quoi que ce soit. Tu vois, c'est le truc classique, mais je me le dis encore, c'est putain, avant de toucher à quoi que ce soit, parle-en à des gens, tu vois. Fais comme Ouais. si c'était fait, fais une landing page et montre que c'est fait et tu vas voir un peu la réaction, tu vois. Ok. Très bien. T'as une citation préférée? Euh, je l'avais tout à l'heure. Je Aïe. l'avais tout à l'heure. Ouais, c'était. Ouais, c'était. Ouais, fais les choses sans peur, quoi. C'est vraiment. C'est pas forcément une citation, tu vois, mais je pense que typiquement, quand on parlait du truc de CDI tout à l'heure, tu vois, quand tu fais une chose et que tu es dans une boîte en CDI, bah, tu te dis que tout ce que tu as là, l'ordi prêté par la boîte, l'écran, les super bureaux, ton truc, je sais pas, tu as tout le temps des perks de ouf, tu vois, t'as un super salaire, c'est quand même un gros perks, tu vois, et etc. Bah, t'as peur de faire des choses parce que tu te dis putain, si je fais trop la merde, je risque de plus avoir tout ça et que du coup, il faudra me retaper le setup process de tout ça, tu vois, en gros. Ouais. Et c'est ce qui pour moi, tu vois, t'inhibe un peu de toute ta créativité. Je dis pas que les gens sont en CDI, sont pas créatifs, pas du tout, mais en tout cas pour moi, je parle pour moi. Et c'est un peu ça. Alors que le fait de te dire, tu peux walk away du jour au lendemain, comme tu disais, tu peux dire, vas-y, fuck everything, je Mm. bouge et je m'en fous. Et bah, pour moi, ça, c'est pas avoir peur. Et du coup, il faut vraiment, selon moi, genre, se mettre dans une situation où t'as pas peur de prendre des décisions et d'essayer des choses, tu vois. Et ça passe par euh, essayer, selon moi, tu vois, d'essayer des projets, de tester des idées, de les mettre en place, de te mettre toi-même sur Internet, de te rendre vulnérable sur Internet, tu vois. C'est-à-dire pas faire toujours le mec qui réussit tout non plus et te montrer tes vraies faiblesses et tout. Et du coup, là, ouais, ça, tu vois, tu t'as plus peur, quoi. Moi, très honnêtement, j'ai plus peur d'écrire un gros truc sur LinkedIn parce que je m'en fous, quoi. En fait, je m'en fous, tu vois. Et Ouais. c'est pareil, tu vois, genre, c'est ça le truc, quoi. Parce que rien va se passer, en fait. Les gens s'en foutent. Donc voilà, c'est pas peur. N'aie pas peur. Parfait. Parfait. Du coup, selon toi, qui je dois faire venir dans ce podcast après toi? Je pense que il y a, je dirais Nicolas Grenier, je sais pas si tu l'as déjà eu, qui Non. travaille chez Typeform. Alors justement, tu vois, ce sera pas le côté indie maker que tu vas pouvoir discuter avec lui, mais surtout le côté création de petits side projects. Il était développeur évangéliste chez Mailjet aussi à l'époque où je l'étais, et maintenant il est développeur évangéliste et advocate. Maintenant, c'est le même truc plus ou Ouais. moins, mais chez Typeform. Et en fait, il a ce truc là
que peu de développeurs ont, c'est tu vois vraiment cette partie où tu vas faire du marketing en plus du dev et tu vas comprendre les social skills, tu vas avoir ces social skills que les gens n'ont pas. Et du coup, ça donne des choses géniales et je trouve qu'il les incarne bien. Et ouais, Nicolas Grenier, ça peut être un bon match, je pense. Ok. Ben, vu que tu le connais, tu peux me mettre en lien juste à la fin de cet épisode. Ouais, je ferai ça, t'inquiète. Bon, et dernière question, c'est qu'on envoie les makers qui veulent te suivre. Je suppose connaître la réponse. Ouais, ça va être sur Digital Wink, sur YouTube. Euh, donc je fais pas mal de live, notamment un live avec toi que j'avais fait il y a quelques semaines. Yes. Mais je fais aussi une émission tous les mercredis qui parle de tech, de growth, de no-code, de plus ou moins tous ces sujets-là. Et aussi des vidéos par-ci par-là de plein de petites choses, aussi bien en marketing qu'en growth. C'est un peu les deux sauges, qu'en no-code qu'en growth. Mais voilà, ça peut être Digital Wink sur YouTube, tout simplement. Ok. Eh ben, Ou parfait. LinkedIn, mais Merci bon, beaucoup. mon prénom est un peu compliqué à écrire. Donc si vous avez la foi d'un copier-coller, faites-le. Sinon, n'essayez pas, il y a beaucoup trop d'Indiens qui s'appellent Shubham Sharma. Ouais, c'est ce que j'ai découvert tout à l'heure en cherchant ton nom. Je voulais faire une petite preview image. J'ai galéré. Apparemment, il y a un top modèle indien qui a ton nom. Donc du coup, tu Ouais, te fais ouais. un peu, un peu déclassé sur les SEO. Ouais, C'est ouais. assez fou. Mais ça, c'est pas. Je préfère rester dans l'ombre, c'est pour ça. Ok, très bien. Eh ben merci beaucoup, c'était top. J'invite Merci à toi. tous les auditeurs qui ont kiffé ce podcast à venir t'envoyer un petit message sur LinkedIn si vous arrivez à faire un copier-coller pour lui dire merci d'être venu. Je pense que ça pourra aider beaucoup, beaucoup d'entre vous d'avoir entendu ça. Donc merci à toi. Merci beaucoup et puis merci de m'avoir invité, c'était super cool. Salut! Allez, à la prochaine.